Ceux que je n'ai pas encore vus. Je suis donc Emmanuel Jean Girard, je suis journaliste à l'Éperon. Le nombre de domaines économiques bouleversés par le développement d'Internet depuis son apparition en 1990 est tout à fait considérable. Peu de secteurs y échappent. Et cela va du tourisme à la grande distribution, à la presse, la communication, les transports, avions, taxis, trains, covoiturage, la médecine, l'enseignement, la télévision, le commerce de gros comme de détail ou de proximité, tout, absolument tout y passe. Et on ne voit pas pourquoi le commerce des chevaux de sport y aurait échappé. L'ubérisation du commerce des chevaux est devenue une réalité banale qui touche le quotidien des éleveurs. Par quels moyens, pour quels avantages ou inconvénients peut-on y échapper? Comment se dessine l'avenir? Autant de questions que nous avons souhaité aborder lors de cette table ronde intitulée « Nouveaux modes de commercialisation par le web pour l'élevage ». Pour débattre de tout cela, nous avons avec nous Monsieur Philippe Lemestre. Philippe Lemestre, vous avez été président des éleveurs du Centre de Val-de-Loire. Vous êtes administrateur du Studbook Sales français, ainsi que de la société hippique française, où vous êtes président de la commission commercialisation. À ce titre, il va de soi que votre regard sur les bouleversements de ces dernières années nous intéresse. Vous pourrez notamment nous parler du site SHF Market, créé en 2013. Ce site a pour but de profiter des techniques modernes offertes par le numérique pour aider les utilisateurs des circuits SHF et des concours d'élevage à commercialiser leurs chevaux, grâce notamment à une vaste photothèque et vidéothèque constituée au fil des concours. Nous y reviendrons plus en détail. Nous avons également avec nous le président du Studbook Sales français, Pascal Cadieux. Vous êtes bien connu pour être effectivement le président du Studbook depuis 2014 et vous avez conservé vos activités d'élevage, de centre de reproduction, de commerce et de centre équestre à Rochefort-sur-Mer. Vous avez donc un regard très transversal sur la filière qui va nous être précieux. Et enfin, nous avons également Laurent Vigneault. Vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dans l'installation des jeunes agriculteurs, puis vous avez été directeur du pôle hippique de Saint-Lô de 2005 à 2012, directeur adjoint à France-ARA, avant de revenir à l'IFCE où vous êtes directeur de projet, animateur des réseaux de transfert de connaissances. Et surtout, vous avez 6 poulinières élevées en Normandie sous la fixe de Lauzon, ce qui vous vaut d'avoir notamment un cheval chez Sian O'Connor ou chez Cassio Rivetti. Nous avions également proposé à Fence de participer à ce débat. Malheureusement, il n'était pas disponible à ce moment-là. Nous donnerons la parole à la salle également, ainsi qu'aux éditeurs qui suivent le débat en direct en région sur Internet et qui pourront également nous poser leurs questions. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais orienter le débat en 2 grandes parties. Tout d'abord, ce que j'appellerais peut-être les accélérateurs individuels, à savoir les sites Internet, les petites annonces, les réseaux sociaux, auxquels chacun peut participer et que chacun peut utiliser individuellement pour essayer de commercialiser ses chevaux. Et puis, même si c'est peut-être un découpage un peu artificiel, les accélérateurs plus collectifs comme les sites de vente aux enchères. Commençons par le début. Tout a un peu commencé avec les sites Internet d'élevage. Chaque élevage ayant son site Internet qui sont apparus les uns après les autres à partir du milieu des années 90. À l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer? Lequel? Racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Peut-être peut-on commencer par Laurent Vigneault. Oui, il y a eu effectivement cette époque de création des sites Internet dans les élevages, les haras aussi. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces sites Internet ont un peu vécu, hormis, je pense, pour les sites qui font de la prestation.
Je pense notamment aux centres de reproduction ou aux détenteurs d'étalons ou éventuellement aux écuries de formation de jeunes chevaux, des choses comme ça, où là, effectivement, on a toujours besoin d'annoncer ces prestations, les conditions dans lesquelles elles sont faites et les tarifs. Pour ce qui est des éleveurs proprement dit, je pense que les sites ont un peu vécu, parce qu'aujourd'hui, l'information va très très vite sur Internet. Et on s'intéresse, j'ai envie de dire, à J-1 quasiment, J-2. Après, c'est déjà du passé. Et c'est déjà dans l'oubli pour la plupart des gens. Donc, pour ce faire, il y a un outil qui est, sans faire de publicité, mais enfin tout le monde le connaît, il y a un outil qui est très pratique aujourd'hui, c'est Facebook, puisque ça permet non seulement d'annoncer des produits qui sont nés dans l'élevage ou des produits qui ont eu des performances. Et ça, on peut l'annoncer de façon très rapide et d'autant plus facilement qu'on peut aussi transférer des posts qui ont été faits sur d'autres sites Facebook, notamment par les cavaliers qui montent vos chevaux. Et on met ça sur son profil très facilement et ça permet donc de faire vivre cette actualité dans pour ces sites Facebook des élevages et d'annoncer très vite à ses followers qu'on a eu une performance, un résultat ou un cheval qui a été vendu dans des bonnes conditions ou qui est à vendre sous certaines conditions. Donc c'est vraiment, je pense, devenu un outil incontournable pour les éleveurs. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Si je comprends bien, les éleveurs utilisent Facebook, mais également Twitter de plus en plus, WhatsApp, tout ça évolue. Est-ce que ces modes de communication effacent le rôle des sites Internet ou est-ce qu'il y a une complémentarité à jouer entre les deux? Je pense qu'il y a une complémentarité à partir du moment où on a un ensemble de prestations, de services proposés à côté. Hormis ça, je pense que ce sont des outils. Enfin, le site Internet, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais a beaucoup vécu. Et ça reste un outil qui est maintenu par la plupart des prestataires et des gros haras, mais ça a quand même beaucoup vécu. Après, WhatsApp, Twitter, etc., c'est des outils un petit peu différents. Pour moi, WhatsApp est un outil qui est très, très utile, notamment dans le transfert de vidéos. Et ça, c'est déjà quand on a commencé le commerce. C'est-à-dire que vous avez eu un contact de quelqu'un qui vous demande oui, j'ai vu sur ton Facebook que tu avais un 4 ans, un 5 ans intéressant. Est-ce que tu as des vidéos? Et là, WhatsApp est un outil formidable pour envoyer des vidéos partout dans le monde. En plus, ça a l'avantage de rien coûter, ce qui est quand même pas mal. Et ça permet là de diffuser de l'information très très vite et partout dans le monde. Et essentiellement des vidéos. Twitter, j'en vois moins l'utilité pour les éleveurs parce que Twitter, c'est un peu un vecteur d'opinion. Et pour moi, ça a moins un rôle important pour les éleveurs. Est-ce que vous trois, qui êtes tous les trois éleveurs, à plus ou moins grande échelle, est-ce que vous utilisez ces moyens de communication et de quelle façon? Qui peut nous expliquer l'avantage et l'intérêt, le fonctionnement de Facebook pour augmenter la notoriété d'un élevage, commercialiser des chevaux? Est-ce que vous avez des expériences, vous-même vécu des expériences qui vous ont permis de commercialiser les chevaux par ces moyens-là? Moi, personnellement, je suis assez mal placé parce que je dirais je continue à travailler un peu à l'ancienne. C'est évidemment, de toute façon, Laurent a décrit l'utilité de tous ces moyens modernes et qui sont très efficaces parce qu'effectivement, on touche toute une catégorie de clients, à la fois amateurs et professionnels. Personnellement, effectivement, j'ai un tout petit, une page Facebook pour le hara qui va annoncer les talons que j'ai à la reproduction en frais à la maison pour l'année. Mais je me sers personnellement pas du tout de ces moyens modernes pour commercialiser ma production. Voilà, c'est encore en ce qui me concerne, c'est davantage le réseau, le fait que ça fait 37 ans que je vends des chevaux, et que, mais c'est un facteur limitant, hein, je l'entends bien. Laurent, vous avez vécu des
Vous avez des expériences, un témoignage à apporter à ce niveau-là? Oui, moi personnellement, c'est des outils que j'utilise beaucoup. Comment est-ce que vous accrochez des acheteurs potentiels par ces moyens-là? Alors, expliquez dans le concret comment ça se passe. Dans le concret, comment ça se passe déjà? Bon, alors il y a effectivement ce qu'a dit Pascal. Il y a sur Facebook, il y a 2 créneaux. Hein. Il y a une page qui est un outil un petit peu différent de son profil en fait. La page, c'est plutôt ce qu'on pourrait comparer à un site internet. Donc sur cette page, on va mettre des informations qui sont plutôt intemporelles. Donc on annonce effectivement qu'on a un étalon pour la saison dans telles conditions et ça reste une information de longue durée. Sur le profil, on va mettre des choses beaucoup plus instantanées qui sont des événements qu'on aurait autrefois mis dans le chapitre des news sur un site internet, sauf que là, il n'y a plus que ça, quoi. Il n'y a plus que de la news en permanence et c'est ça qui crée l'intérêt des gens. Et vous avez ce qu'on appelle des amis. Je le dis entre guillemets parce qu'un ami Facebook, c'est pas forcément un ami comme dans la vie, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui vous suit sur votre mur la plupart du temps, sur votre profil, et qui va voir passer l'actualité qui passe sur votre Facebook. Donc ça retient son attention ou pas. Et c'est un peu le savoir-faire de l'animateur de son site Facebook qui va faire qu'on va retenir ou pas l'attention des followers, ce qu'on appelle les followers, les gens qui vous suivent, avec de l'actualité régulière et de l'actualité intéressante. Si vous mettez j'ai sorti ma jument ce matin, on a fait une balade, bon, ça va plaire à des gamins de 12 ans, mais ça ne va pas forcément vous créer du commerce. Si vous dites j'ai un poulain top qui est né il y a 2 jours et vous faites une très belle photo et vous annoncez l'origine, là, ça peut susciter tout de suite des retours et pourquoi pas des demandes de tarifs. Il faut savoir rebondir sur l'actualité. Si un cheval a gagné un grand prix important et que vous avez... Si un cheval de la famille a gagné un grand prix important, ou si un produit que vous avez fait naître a gagné une compétition... Se rattache à l'origine d'un cheval qui a bien gagné. Voilà, aussitôt, effectivement, c'est quelque chose qu'on va transférer sur son profil. Et ça va aussitôt susciter de l'intérêt et pourquoi pas des demandes de chevaux de la même famille. Donc c'est devenu quelque chose vraiment de révolutionnaire dans la communication et ça bouleverse ce que disait Pascal, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du tout les mêmes schémas commerciaux où on avait un petit peu plutôt des marchands qui avaient une propre clientèle et qui s'adressaient à vous pour satisfaire leur clientèle. On est là en direct, client vers éleveur ou vers vendeur en général, sans intermédiaire. Et avec des relations commerciales qui ont complètement changé. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que quelqu'un vous demande le prix d'un cheval, vous allez le vendre. Hein. On va vous le demander 10 fois peut-être avant que vous ayez un contact sérieux et une vente. Mais la différence, c'est que la clientèle est nettement plus large, quoi. Vous avez vraiment un créneau très très large, quoi. Monsieur Lemestre, vous voulez intervenir sur ce sujet-là? Oui, volontiers. Oui, volontiers. Je vais parler en 2 mots puisqu'on me demande de mon expérience personnelle et puis après peut-être au niveau de la filière, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, j'ai entre 3 et 5 poulinières à la reproduction, j'ai une vingtaine de chevaux. Je ne suis donc pas tout à fait l'éleveur qui a un cheval par an à la naissance, mais les mêmes problèmes de commercialisation que les autres. Alors, je n'utilise ni Facebook ni Twitter, ce n'est pas mon truc à mon âge. J'ai monté avec une aide un site internet propre à mon élevage, qui est forcément un peu galère à tenir à jour en permanence et qui n'a la visibilité que la visibilité qu'il a. Et donc, à mon avis, ce n'est pas inintéressant. J'ai eu quelques demandes, mais c'est fort limité. Donc, le problème que nous nous sommes posés à la SHF, et c'est ce que je pourrais probablement présenter, c'est comment peut-on faire pour aider tous ces éleveurs qui sont, ou propriétaires, qui sont nos adhérents pour les aider à commercialiser. D'accord. Ça, ce sera la partie SHF Market. Si vous voulez bien, nous y viendrons un peu plus tard. Mais c'était pour dire que
il me paraissait, avec ce qui a été dit avant, qui n'est pas du tout contradictoire avec ce que je dis, que pour le propriétaire de 1 ou 2 chevaux, ou peut-être un peu plus à la vente, il est, avec l'accélération des techniques, assez démuni tout seul pour entretenir un intérêt auprès d'acheteurs potentiels. Il lui faut peut-être des outils relais, je ne prononcerai pas ni sur Facebook ni sur Twitter, mais des outils relais professionnels pour l'aider à se mettre en contact directement avec la clientèle. Surtout que ces petits éleveurs, en général, n'ont pas, contrairement à ce que disait Pascal, qui est depuis longtemps dans le métier avec beaucoup de chevaux, un centre à Rochefort d'étalonnage, beaucoup de ces éleveurs n'ont pas de, regardant les choses en face, n'ont pas de réseau. Absolument. Mais clairement, est-ce qu'un éleveur, Laurent, on a l'impression que les choses s'accélèrent quand même énormément toutes ces dernières années. Les moyens de communication se succèdent les uns après les autres. Facebook a été à la mode, ça a d'abord été les sites internet, après Facebook, maintenant on parle beaucoup de Twitter, de WhatsApp. Comment les éleveurs qui sont plutôt d'une moyenne d'âge un peu plus élevée que les jeunes qui regardent les chaînes de télévision musicales, etc., comment peuvent-ils se mettre à la page, et est-ce qu'on peut se passer, être absent des réseaux sociaux aujourd'hui pour commercialiser des chevaux de sport? Alors, si on a vraiment des ambitions d'élevage professionnel avec une activité commerciale récurrente, régulière. Alors, il faut pas non plus s'imaginer que ces outils constituent une panacée, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est très actif sur Facebook ou sur ces outils en général qu'on aura forcément une très grande facilité de commercialisation. Ce qui intéresse le client, c'est d'abord un produit précis qu'il recherche. Alors, il est évident que ce qui s'est passé, une des évolutions de ces dernières années, et on l'a vu ce matin aussi, c'est un intérêt grandissant pour la très haute génétique que les nouvelles techniques de reproduction ont développé, que ce soit le transfert d'embryons, on l'a vu aussi, la FIV et maintenant l'ICSI vont permettre aussi de favoriser. Et pour ça, il y a une demande mondiale. Et c'est vrai que ces outils ont permis aux éleveurs qui ont la chance de posséder cette excellente génétique. Alors quand je dis excellente génétique, que je sois bien clair, il s'agit du père et de la mère. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'acheter des paillettes du meilleur étalon du monde. Lorsqu'on a une jument ordinaire, ça n'intéressera pas les clients. Hein. Donc, mais avec des pères et des mères d'exception, il y a aujourd'hui des gens qui ont compris qu'il y avait un vrai marché mondial pour cette génétique et qui se servent de ces outils, de ces supports, nouveaux supports du web pour vendre de cette façon-là. Mais pour autant, ça n'est pas une panacée lorsqu'on a quelque chose d'ordinaire à vendre. Par contre, ça peut permettre effectivement de faciliter le contact avec le client, parce que même si on a un cheval de niveau amateur, on peut très bien, plus facilement, en le présentant bien sur ces outils-là, trouver un client plus facilement, parce qu'on aura fait une petite vidéo qui présente le cheval, qui montre qu'il est facile à utiliser, qu'il a une jolie tête, qu'il est assez chic, etc. Et ça peut parfois suffire à déclencher le commerce. Alors comment ça se passe pour les éleveurs plutôt traditionnels qui n'ont pas accès à ces outils-là? Forcément, effectivement, ils sont un peu défavorisés, mais moi je m'amuse parfois à découvrir que dans des élevages qui nous semblent un petit peu traditionnels et anciens comme ça, il y a parfois un fils ou une fille dans la famille qui a aidé son père à créer la page Facebook, le petit truc, et que finalement on s'y met et ça fonctionne. Et il y a de plus en plus quand même d'élevages qui le font aujourd'hui en se faisant aider par les enfants ou les petits-enfants qui connaissent ces outils-là. Et ça, c'est quand même, ça se généralise. Hein. Même chez des éleveurs pour qui on n'aurait pas imaginé qu'ils seraient un jour sur Facebook. Quoi. Et il y a aussi tout un commerce qui se fait, je le sais pour avoir assisté en live à ce genre de démarche, qui se fait sur des smartphones pour des poulains à haute valeur génétique, avec des origines à la mode, avec un envoi de facture pratiquement dans l'immédiat sur smartphone. Les affaires peuvent parfois se faire comme ça pour certains éleveurs, on va dire. Alors,
sans que ce soit péjoratif, haut de gamme qui ont des origines à la mode. Et on finit par se demander si finalement s'il ne peut pas y avoir une espèce de dérive en incitant certains éleveurs à élever à la mode plus que par un élevage raisonné et choisir des lignées maternelles ou des étalons parce qu'on sait que sur ces réseaux-là, ça va être à la mode et que ça va bien se commercialiser. Pascal, qu'est-ce que ça vous paraît complètement illusoire ce que je dis Non, ou... Enfin, pour moi, c'est une bulle spéculative qui se développe depuis quelques années, à la fois et qui est consécutif effectivement au transfert d'embryons. L'exemple flagrant, c'est le travail de Joris de Brabander en Belgique, qui a démultiplié depuis une vingtaine d'années ces procédés et qui effectivement a atteint le meilleur niveau mondial avec à la fois des techniques, mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il faut à la fois une très grande connaissance du produit et une grande connaissance du marché également. Et j'ai peur que bon nombre d'éleveurs se laissent entraîner dans cette bulle spéculative de la soi-disant très haute valeur ajoutée consécutif à ces croisements, à ces méthodes de reproduction moderne, et qu'au bout du bout, ce que les gens attendent, c'est quand même un cheval sur lequel ils vont monter et sur lequel ils vont prendre du plaisir. La réalité économique, c'est quand même celle-là en fin de compte. Et je pense que moi, je vais, en tant que président du Stud Bruxelles français, essayer d'inciter les gens à produire mieux, mais pour répondre à une demande, mais pas obligatoirement aller dépenser des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros sur des produits très spéculatifs, peut-être très haut de gamme, mais qui ont une probabilité de réussite sportive qui est, je dirais, qui reste à la hauteur d'un très bon produit certainement. Mais enfin, voilà, quoi. C'est ce qui fait peur un petit peu aujourd'hui. Monsieur Lemestre, vous vouliez intervenir? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que, sans vouloir spécialement recentrer le débat de la commercialisation des chevaux de sport, c'est qu'on parle de génétique exceptionnelle, de transfert d'embryons, voire de techniques encore plus sophistiquées de fabrication du poulain de la génétique unique. Mais c'est 1%, 2% du marché. On parle aussi des chevaux qu'il va falloir mettre en valeur parce qu'ils ont une super performance dans une grande compétition. C'est aussi très limité. Je pense qu'il y a un problème plus basique en France qui est de commercialiser, Pascal le disait assez bien d'ailleurs, de commercialiser dans de bonnes conditions, honnêtes, transparentes, la majorité des chevaux que nous fabriquons, les 6000 selles français qu'on fabrique tous les ans. Et là, quelle information peut-on donner au public? Quels moyens de tri lui permettant, avec chacun ses idées, de trouver une offre suffisante de chevaux entre lesquels il va pouvoir faire son choix? Et ça dépasse assez souvent le site particulier d'un élevage. Pourquoi cet élevage plutôt qu'un autre? Et c'est comment répondre globalement par une offre assez large et globale à une demande qui est finalement elle aussi assez globale. Voilà. Alors là, effectivement, nous avons abordé le débat sous l'angle de l'éleveur qui cherche à commercialiser sa production. Et nous avons vu que Internet et le numérique multiplient les possibilités et offrent aux éleveurs différents moyens de commercialiser leurs produits de différentes façons. Alors effectivement, si on se place du côté de l'acheteur, lui, est-ce que cette ubérisation, pour reprendre un mot à la mode, ce raccourcissement de distance entre le vendeur et l'acheteur, est-ce que les acheteurs y ont vraiment gagné? Est-ce qu'ils y gagnent? Ou est-ce qu'ils ont perdu au passage certains services d'accompagnement et certaines garanties qu'offraient les intermédiaires? Qui veut répondre? Non, mais des fois, c'est évident. Non, mais des fois, il y a un bon intermédiaire et le garant d'un bon commerce. C'est-à-dire qu'on parlait de connaissances. Est-ce qu'une
cavalier amateur est parfaitement a toutes les clés pour choisir correctement son compagnon de compétition pour les 10 ans à venir. Pas toujours. Il a besoin d'un entraîneur, d'un coach, quelqu'un qui va être le garant qu'effectivement c'est un bon choix. Et je dirais, voilà, ça s'est toujours pratiqué comme ça. C'est clair que cet accompagnement, il a un coût, mais il a aussi effectivement c'est une garantie également pour l'acheteur de trouver le compagnon idéal. Alors justement, est-ce que les intermédiaires, est-ce que justement du coup ils ont disparu, ou est-ce qu'au contraire leur rôle va devenir à la limite plus important, puisque cette offre s'étale, se généralise, on en trouve partout sur Internet, dans les sites de petites annonces, aux ventes aux enchères. Est-ce qu'ils vont avoir leur carte à jouer? Est-ce que leur rôle va devenir plus important pour aider les acheteurs justement à faire le tri? Est-ce qu'on va les voir revenir au devant de la scène? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Vigneault? Je pense qu'il y a exactement la même évolution qui s'opère pour ces intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a un commerce qui se déplace vers le web, et on a aussi de nouveaux intermédiaires qui se créent sur le web. Donc on a vu ces agences de vente là, qui sont en train d'apparaître aujourd'hui. Il y en a qu'on connaissait déjà, effectivement, comme Fence, qui a créé une antenne Fence Web. Il y a Equestrian, il y a Digard, enfin je ne vais pas tous les citer. Et il y en a au niveau international aussi. C'est vrai que si les choses vont très très vite, parce que si on se remémore un petit peu les choses, il y a 3 ou 4 ans, c'était une forme de commerce qui était vraiment quasi inexistante. Et aujourd'hui, dans le cheval de sport en tout cas, puisque pour une fois on est en avance sur les courses, c'est quelque chose qui se développe très très vite. Mais là encore, je rejoins Philippe Lemestre et Pascal Cadiou. Il y a besoin d'un accompagnement de certains acheteurs, notamment dès lors qu'on pratique le sport équestre, puisque quand on achète uniquement de la génétique, comme c'est le cas pour les embryons, c'est un autre problème, mais c'est effectivement un commerce très restreint. Mais quand on achète des chevaux pour la pratique sportive, il y a besoin d'un accompagnement. Et on a des structures comme SHF Market qui se proposent de faire cet accompagnement, et certaines agences de vente aussi qui vont encadrer un petit peu le commerce dans ce cadre-là. Donc je dirais qu'il y a la même évolution qu'il y a eu pour les éleveurs. Il y a aussi pour ces intermédiaires aujourd'hui un positionnement sur le web, c'est normal. Alors, il n'y a pas que les ventes aux enchères, il n'y a pas que Facebook, il y a les sites de petites annonces. Ils ont fleuri, Find Your Horse, Equirody, Cheval Annonce, Cavalissimo, et surtout peut-être même Le Bon Coin, SHF Market. Ces petites annonces sur Internet, est-ce qu'elles sont ringardes? Est-ce qu'elles ont encore leur place? Qu'en pensez-vous, Philippe Lemestre? Quelle évolution voyez-vous à ce type de commercialisation, les petites annonces sur Internet qui ont remplacé le papier? Oui, je ne peux pas trop répondre pour ces différentes agences. J'ai des chiffres précis concernant SHF Market, et ça, je pourrais vous les présenter si vous voulez. On a préparé quelques slides. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, les choses vont très très vite. Il y a une demande réelle, je dirais, de savoir ce qu'on a sur nos étagères, c'est-à-dire de savoir ce qui est réellement à vendre, en élargissant un commerce qui, il y a 10-20 ans, était largement un commerce de proximité. Aujourd'hui, on n'est plus dans un commerce de proximité. On a même les étrangers qui sont de plus en plus actifs en France, et je pense que le coach ou l'intermédiaire est absolument indispensable, et à la SHF, on aimerait favoriser leur action dans la mesure où ils sont un vrai conseil, ils apportent une vraie garantie pour mieux déterminer les besoins d'un client potentiel qui veut acheter un cheval. D'abord de savoir. Et à partir de ce moment-là, il me paraît utile d'avoir, le site SHF Market, je pense, y répond parmi d'autres, un inventaire assez large de chevaux possibles,
avec des prix qui sont clairement affichés et avec des critères de choix qui permettent, à partir d'une base, nous en avons à peu près 1500, 2000, de choisir un assortiment limité, tant par la génétique que par les performances, que par le prix, que par la région, et donner comme ça une liste réduite de chevaux qui peuvent correspondre aux besoins tels qu'il a été identifié, avec conseil, je l'espère, par un éventuel acheteur. C'est-à-dire que par rapport au mode de communication évoqué précédemment, là, vous vous trouvez sur un endroit où vous avez une offre rassemblée, en quelque sorte, et qui permet à l'acheteur, grâce à des moteurs de recherche, d'affiner son choix et de trouver son bonheur. Si vous voulez, on va y revenir un peu plus en détail, mais moi, j'ai été très, malgré mon grand âge, j'ai été très impressionné par certaines des fonctionnalités de sites comme Amazon. Vous pouvez faire assez facilement un tri, et quand vous vous êtes intéressé à un produit, que vous l'avez trouvé ou pas trouvé, vous recevez un mail quelque temps après disant ben maintenant il y a un produit nouveau qui correspond assez à ce que vous avez acheté la dernière fois, etc. Tout ce service apporté, c'est en fait, et je crois que ça c'est la beauté d'Internet, c'est d'amener le produit, même s'il n'est pas à votre porte, même s'il est assez loin, même s'il est très loin, le produit avec une capacité de l'acheter correspondant assez bien aux caractéristiques que vous cherchez. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça bouleverse complètement le rapport entre acheteurs et vendeurs du commerce. Et le site qu'on a pu mettre en place, c'est un site qui va ouvrir l'offre plus largement à l'acheteur potentiel. Voilà. Et quels sont Alors, SHF Market, je crois que par rapport aux anciens systèmes de petites annonces, ils profitent du web. Donc, on peut y trouver les photos, les vidéos, toute la photothèque dont dispose la SHF de tous les chevaux qui passent en concours d'élevage ou en concours SHF. Vous avez également une espèce de charte, c'est-à-dire que vous imposez aux vendeurs d'afficher des prix. Vous avez des choses comme ça qui garantissent aux acheteurs de... On va peut-être le dérouler en expliquant ce qu'on veut faire et surtout ce qu'on ne veut pas faire, pour pas qu'on se trompe, parce qu'on n'est pas un site de vente, on est un site de présentation d'une offre, avec un certain nombre de limites et un certain nombre de garanties que nous ne donnons pas. Pascal et Laurent, qu'est-ce que vos réactions par rapport à l'avenir des petites annonces sur Internet par rapport à... Je crois qu'il y a un certain nombre de sites déjà qui n'existent plus. Hein. Je veux dire, dans ces sites dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. Donc, ce qui démontre malgré tout la limite de ce moyen moderne. Non, ce qu'attendent vraiment les gens, je pense, c'est effectivement l'information rapidement, c'est-à-dire une belle vidéo, enfin une bonne vidéo, un produit décrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle. La description, ça a toujours du sens, hein, c'est-à-dire et que les gens puissent avoir une garantie sur ce que le produit décrit va correspondre à la description. Donc ça a beaucoup d'importance. Après, je pense que le site qui va effectivement, qui est en train de se développer, ce sont des sites. Bon, il y a SHF Market qui est une mise en relation, c'est-à-dire, comme disait Philippe, c'est le magasin avec voilà tel produit, il a telle performance, il a tel âge, voilà la vidéo, voilà son prix. C'est déjà hyper important. Mais je pense qu'effectivement, les sites qui sont en train de se développer aujourd'hui vont tenter d'aller plus loin, c'est-à-dire en décrivant davantage et en apportant des garanties peut-être que le cheval corresponde réellement aux besoins, quoi. Laurent, une remarque particulière ?
Oui, je vais juste compléter ce qui a été dit, parce que pratiquement tout a été dit, mais ce qui n'est plus d'actualité dans ces sites de petites annonces, comme tu les appelles, c'est que ce que ne veulent plus les gens, c'est lire 50 annonces pour trouver miraculeusement parmi les 50 celles qu'ils recherchent. En fait, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce sont des moteurs de recherche qui vont leur permettre de caractériser leurs recherches et de mettre donc, je ne sais pas moi, qu'ils veulent un cheval pie d'1,62 m qui tourne sur 1,25 m et qui est entre 8 et 9 ans, quoi, je ne sais pas. C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui. Et ces moteurs de recherche peuvent leur permettre de le faire très très vite et du coup de sélectionner de cette façon-là en 2 clics 5 chevaux, 6 chevaux, 7 chevaux qui vont ensuite pouvoir aller voir ou sur lesquels ils vont interroger les vendeurs. Donc, c'est plus, je dirais, la problématique, c'est pas tellement de savoir si c'est un site de petite annonce ou pas, c'est de savoir si ce site va permettre de faire ce tri. C'est ce que SHF Market permet de faire. Et en plus de l'agrémenter avec un panel de vidéos qui est énorme. Et ça c'est dans l'air du temps. Ce que veulent voir les gens, c'est de la vidéo parce qu'ils veulent déjà se faire une idée du cheval avant même de l'avoir essayé. Et c'est finalement ce qu'on faisait tous en bricolant de chacun de notre côté. C'est-à-dire qu'on filmait nos chevaux comme on pouvait, ou on achetait une vidéo à la sortie du concours quand il y en avait une, et puis on stockait ça chez nous dans l'espoir qu'on nous la demande un jour, et puis on se débrouillait pour l'envoyer par les moyens du bord. Aujourd'hui, ces sites-là permettent de faire tout ça. Et c'est ça leur côté performant, c'est qu'ils vont permettre non seulement d'avoir énormément de chevaux en magasin, mais en plus de faire un tri très rapide qui correspond à ce qu'attend l'acheteur. Et c'est ça leur force. Je crois que le débat, il n'est pas tant de savoir si c'est des sites de petites annonces ou pas, c'est de savoir comment sont outillés ces sites pour le faire, quoi, pour faire ce tri rapide. Oui, allez-y, Philippe Lemesse, vous voulez nous... Alors, on peut peut-être... Est-ce que vous avez des chiffres qui attestent de ce que dit Laurent, à savoir que ce qui marche sur SHF Market, c'est le moteur de recherche et les vidéos? Je peux peut-être vous le dire. Il y a aussi un point qui est important et qui n'est pas toujours facile dans les sites à vérifier, c'est que il faut que les sites soient actuels. C'est-à-dire que tous les chevaux qui sont à la vente sont vraiment à la vente. Et par exemple, sur SHF Market, tous les 2 mois, ceux qui ont inscrit un cheval reçoivent un mail. Et s'ils ne confirment pas, éventuellement modifiant un certain nombre de choses, les performances ont pu changer, le prix, le cheval est systématiquement sorti de la liste SHF Market. Autrement dit, il faut que ce soit ce site ou un autre, que le site soit vraiment un site d'actualité. C'est-à-dire, vous trouvez un cheval, vous savez qu'il est à vendre et vous pouvez l'acheter. Alors, si on passe un peu rapidement, peut-être parce que je vois que le temps tourne, sur ce que nous pouvons vous présenter, c'est... voilà. Alors, ce site-là est gratuit. Nous nous sommes dit, pour ceux qui nous font confiance, qui adhèrent à la SHF, il faut leur apporter un service les aidant à vendre leurs chevaux. D'autant plus que souvent, presque toujours, c'est des jeunes chevaux. Et les jeunes chevaux, appartenant à un éleveur ou pas, ont dans la majorité des cas, si on regarde les statistiques, la quasi-certitude de changer de main dans les 2 années qui suivent. Donc là, la pression pour les ventes est peut-être plus importante que sur les chevaux d'âge. Alors, il s'agit des chevaux de 2-3 ans, des poulinières ayant participé à des concours d'élevage. Quand le propriétaire s'est inscrit à la SHF, et des chevaux et poneys de 4 à 7 ans qui ont été sur le circuit. Pourquoi sur le circuit? Parce que quand un cheval est inscrit, on aimerait qu'il y ait un certain nombre d'informations sur le cheval. Donc il y a les informations de la performance de ce qu'ils ont fait sur le circuit, et on le verra tout à l'heure. Il y a un service vidéo qui fait que les vidéos qui ont été prises sur le circuit SHF sont accessibles, et c'est des vidéos professionnelles, donc de qualité, et je pense que ça amène à la crédibilité. Alors, il est pour les particuliers et les professionnels. Nous avons eu par exemple quelques demandes de l'étranger. Pour donner un exemple, on a demandé à des marchands d'essayer de formuler une offre. C'était pour la Chine. Et il est sorti 5, 10, 15 chevaux. C'était un achat d'une 30aine de chevaux. En appuyant sur le bouton de SHF Market, il est sorti
dans les caractéristiques demandées, immédiatement 90 avec vidéo, photo, etc. Donc ça a aidé à faire un catalogue, puisque tout était numérisé, en 1 heure ou 2. Donc là, on voit bien la praticabilité de cette offre. Elle est disponible. Voilà. Donc ça permet aussi de répondre à des appels d'offres régionales, nationales ou internationales. L'idée étant qu'on sort le fichier sous forme numérique et c'est à celui qui nous a demandé l'information de l'imprimer ou de l'envoyer par Internet à des acheteurs potentiels. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous ne sommes pas des commerçants, donc ce n'est pas un site de vente avec des commissions, c'est une aide au commerce de ceux qui sont inscrits à la SHF. Il y a un web service qui, avec le numéro CIR du cheval, est en communication avec CIR et ressort immédiatement toute la généalogie du cheval qui rentre dans sa fiche. Voilà. On a la remontée du pédigré et on a la mise à disposition des photos et vidéos de la vidéothèque de la SHF. Alors ici, vous avez une fiche qui vous montre comment ça se présente, hein, avec une information aussi donnée par le propriétaire du cheval. Elle n'est pas toujours aussi intéressante qu'on peut l'imaginer parce que tous les chevaux sont tous présentés comme des excellents chevaux et au bout d'un moment, on est un petit peu lâché et un petit peu lassé. C'est à la... Alors, les services associés, c'est la signalisation des chevaux et l'apparition des chevaux du top 100 de la SHF. Le logo à vendre est sur les listings de départ. Donc, quand vous avez une compétition, il y a un logo si le cheval est sur le site SHF Market et la possibilité d'imprimer, donc, comme je le disais, avec une promotion sur Facebook, d'imprimer aussi un catalogue. Voilà. Alors, vous avez ici quelques exemples, je passe rapidement, de catalogues qui ont été faits pour des manifestations à travers la France. Alors, vous avez donc ce site a une version dans les moteurs de recherche par Studbook. Vous avez un moteur de recherche par la discipline. Donc, vous cherchez un cheval de dressage, vous appelez dressage. Vous pouvez appeler dressage et appeler en même temps le Studbook. Et vous avez enfin un tri par région. Vous voulez acheter, nous le souhaitons ici, un cheval dans la région centre. Vous allez sortir les chevaux de la région centre. Vous pouvez tirer avec un pedigree donné, avec un âge donné, avec une robe donnée, enfin avec tout ce que vous voulez. Et au départ, il vous sort 300 chevaux, 200, 50, 30, et quelquefois 2, quelquefois 0. Et s'il en sort 0 et que vous êtes repéré, et quand un cheval va correspondre à ce que vous cherchez, qui va être nouvellement inscrit, vous allez recevoir un mail en disant « Youps, vous n'avez peut-être pas trouvé le cheval hier, mais maintenant il existe, c'est celui-là, et vous avez photo, vidéo. » Voilà. Voilà un outil, effectivement. On n'a rien inventé d'une certaine manière. Oui, mais la démarche est originale de la part de la SHF de regrouper dans un melting pot les jeunes chevaux en compétition qui sont à vendre. Que je sache, je ne crois pas que ça existe. Oui, on a eu d'ailleurs il y a 2 ans un premier prix, je crois, de l'Éperon pour la qualité de ce site. Alors combien est-ce qu'on a de... Comment ça marche là? On a 402 000 utilisateurs uniques. C'est-à-dire chaque fois qu'un utilisateur s'indique comme rentrant sur le site, il est noté, on en a 402 000. On a eu plus de 7 millions de pages visitées, entre 800 et 1200 visites par jour, ce qui me paraît pas mal. Simplement 12% de visiteurs étrangers. Et on a eu, en 3 ans d'existence, 2200 chevaux vendus. Alors, ce qu'on voit, c'est que... évidemment, la visibilité, elle est différente de la visibilité de quelqu'un comme moi qui a son site avec 20 chevaux. Là, on peut dire qu'il y a à peu près 1000 visites tous les jours. Donc, avec un tri qui favoriserait votre cheval parce qu'il tombe dans le créneau, vous avez plus de chance de le voir que si vous avez un site Philippe Lemestre. Ok. Merci Philippe Lemestre. Avant que nous abordions le sujet un peu spécifique des ventes aux enchères, y a-t-il des questions dans la salle ou sur les sites décentralisés? Oui.
marche, oui. Monsieur Philippe Lemestre nous l'a rappelé. Vous nous parlez depuis ce matin 10 heures que des chevaux vedettes de saut d'obstacle qui font 1% du marché. Donc à la SHF, c'est aussi des chevaux vedettes qui sont sortis en cycle libre. Qu'est-ce que vous faites des 99 autres % de chevaux qui sont à vendre? C'est-à-dire les chevaux de monsieur tout le monde pour aller se promener gentiment le dimanche matin. Et où est-ce que vous les vendez? C'est pas un marché, ça. C'est 99%. C'est 99% des transactions. Le marché qui nous intéresse ici, notamment, c'est le marché des chevaux qui concourent. Et il y a 3 disciplines, notamment, enfin, je veux dire, leader, c'est le saut d'obstacle, qui représente 80% des départs en concours en France, le dressage et le concours complet. C'est à peu près 900 000 départs en FFE compète. C'est un pool de chevaux de 60 000 chevaux différents. Je sais, je lis les statistiques de la et ça représente à peu près 10 000 chevaux par an de renouvellement. Donc c'est les chevaux qui nous intéressent, enfin, donc, en ce qui nous concerne. Actuellement, avec ce qui va arriver, c'est-à-dire que nous on voit très bien ça dans l'expérimentation animale, il y a plein de hobbies qui se développent de plus en plus contre cette utilisation des chevaux ou de tous les animaux à des fins de travail ou voire à des fins alimentaires. Donc quand vous ne pourrez plus faire vendre vos chevaux d'obstacle, il faudra peut-être vous intéresser aux 99% d'autres chevaux. C'est-à-dire que on part du principe que cette discipline du cheval de sport n'est pas une discipline morte. La France est le pays qui, à travers l'Europe, compte le plus de licenciés. Donc, la SHF, ce n'est pas tout le marché, ce n'est pas tous les chevaux. Malgré tout, sur le circuit, sauf erreur, nous avons tous les ans 13 000 chevaux qui concourent. Et ce que nous disons, c'est sur 13 000 chevaux qui concourent sur le circuit, 4 ans, 5 ans, 6 ans et aussi 7 ans, il y a besoin de savoir qui ils sont, il y a besoin d'avoir des photos, il y a besoin d'avoir des vidéos, et pour ceux que ça intéresse, il y a besoin d'avoir une offre. Et avec ces performances qu'ils ont eues sur le circuit, on a un début de caractérisation. Je pense que qui trop embrasse mal étreint, la SHF a un objectif sportif. Il y a beaucoup d'autres chevaux, puis il y a aussi les chevaux de trait, il y a aussi les chevaux de course, etc. Moi, je ne suis qualifié, et encore, je ne sais pas si je le suis vraiment, pour parler d'une aide, et Dieu sait si elle est importante et si le marché est difficile, à la commercialisation des chevaux de sport. Donc je peux vous répondre là-dessus, mais sur les chevaux dits de loisirs, de promenade, de ceci, de cela, c'est un autre sujet et sur lequel je ne suis pas qualifié pour répondre. Et probablement avec des prix qui sont beaucoup plus bas et un marché qui sera probablement plus de proximité. Ça va de 500 €. Merci. À 10 000 €. Une autre question, s'il vous plaît, monsieur. Absolument, mais c'est tout l'intérêt justement du web et d'Internet, je crois, c'est d'offrir une multitude de supports de communication à la mesure et adaptés aux besoins de chacun. Et pour les associations régionales de chevaux et de poneys de sport, la SHF est en train de mettre en place aujourd'hui un tri par région qu'elle mettra à la disposition des sites Internet de ces associations régionales d'éleveurs. Et si vous êtes, par exemple, éleveur dans la Nouvelle-Aquitaine, vous aurez demain, par le site des éleveurs de la Nouvelle-Aquitaine, la sélection de tous les chevaux de SHF Market qui sont en Aquitaine. Oui, ça, j'ai très bien compris votre objectif. Votre objectif étant entier et très bien orienté, ça je trouve que c'est très bien, mais ça ne répond pas à l'ensemble des éleveurs, parce que tout le monde ne veut pas faire naître un crack, tout le monde n'a pas l'ambition d'avoir un cheval de très haut niveau, mais il y a certains qui font des naissances de cœur, qui veulent recommercialiser pour choses de loisirs. Oui, mais c'est tout. Je ne comprends pas bien la question. Ce n'est pas le rôle de la SHF d'aider à la commercialisation de ces chevaux-là. D'accord. Mais la SHF ne publie pas, je ne me suis peut-être pas bien exprimé, ne publie pas que l'offre de crack. Elle publie l'offre de tous les chevaux, 13 000,
qui sont sur son circuit. Et malheureusement, en France, on ne fait pas 13 000 cracks par an, c'est sûr, c'est embêtant. Mais... Donc, ce n'est pas du tout un site élitiste. Et nous pensons même que les chevaux qui sont très haut de gamme, qui ont par exemple une génétique exceptionnelle, ces chevaux-là, ils n'ont pas besoin de notre site pour se vendre. Et les chevaux qui, après, ont des grosses performances internationales, ils n'ont même pas besoin d'un site pour se vendre. On court après. Par contre, Absolument. le cheval qui est sorti d'un élevage qui sort 1 ou 2 poulains, voire un poulain tous les 2 ans, ce pauvre éleveur, il est assez démuni. Et il peut sortir un cheval honnête, moyen, qui fait le circuit libre ou le circuit classique dans une des 3 disciplines olympiques, plus l'endurance, et il a besoin d'être aidé. C'est notre seule ambition, mais c'est déjà pas mal. Monsieur Dornier, vous voulez la parole? Oui, je voulais intervenir sur ce sujet-là. Alors, sans se placer du côté de l'éleveur, mais en se plaçant plutôt du côté de l'acheteur, dans les enquêtes qu'on mène à l'Observatoire, on a pas mal d'infos sur les circuits d'achat. Et on remarque que pour les chevaux de loisirs à faible valeur, les circuits les plus utilisés, ça reste les petites annonces et surtout le Bon Coin, devant les réseaux sociaux. Et qu'ensuite, c'est surtout des chevaux qui sont dans l'entourage même de l'acheteur, c'est-à-dire des chevaux qu'ils ont connus en centre équestre. Enfin, c'est des chevaux dont ils connaissent l'historique et qu'ils connaissent depuis un moment. Voilà, c'est les principaux circuits d'achat qu'on observe sur des chevaux à petite valeur pour du loisir. Mais donc c'est bien ce que nous disions, chacun trouve sa place selon les moyens à sa disposition. D'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'élève des chevaux et des poneys et j'utilise le site SHF Market. Par contre, ce que je remarque, c'est que pour les poneys, on a très peu de retours parce que je trouve que c'est pas trop adapté au marché du poney de sport. Parce que déjà, les poneys, bon, c'est vrai qu'on peut les sortir encore dans notre région, en Pays de Loire, il y a pas mal de cyclo-classiques, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de cyclo-classique pour les poneys, où les poneys sortent en Ponam. Et souvent, d'ailleurs, la commercialisation des poneys de sport se fait plutôt vers 6 ans, 7 ans, voire plus, qu'entre 3 ans et 6 ans. Donc, c'est vrai que ce que je reproche un petit peu au site, c'est d'être un petit peu fermé pour les poneys. Voilà. Et également, je vois là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un poney qui a fait quelques cycles classiques il y a 4 ans. Là, maintenant, il a 7 ans, donc il devrait être encore éligible sur le site. Et il a été sorti du site, donc je ne sais pas pourquoi. Alors je peux répondre par une statistique sur les poneys, parce que quand on dit chevaux, on dit insuffisamment chevaux et poneys de sport. Donc sur les poneys, j'ai peut-être d'ailleurs ici, je vais peut-être vous le mettre au tableau. Comment ça se passe sur les poneys? Voilà. Donc sur les poneys, vous avez ici en bleu les chevaux. Et vous avez sur les chevaux qui sont sur le site et les chevaux et poneys qui sont vendus. Donc vous avez 12% des poneys qui sont vendus par rapport à 88% des chevaux. Et ceux qui sont présents sur SHF Market, vous en avez 18 les poneys et 82% sur les chevaux. Donc vous voyez, vous n'avez pas tellement de différence entre les chevaux que les propriétaires mettent sur le circuit et qui sont vendus par rapport aux poneys que les propriétaires mettent sur le site et qui sont vendus. Maintenant, c'est 18 à 82, c'est sûr. Très bien. Oui, mais bon. C'est vrai que bon, les acheteurs, c'est un site, enfin en poney, qu'ils ont du mal à aller vers ce site-là directement. Oui, mais enfin, ils sont aussi vendus quand ils sont poneys en pourcentage que quand ils sont chevaux, hein, par rapport à ceux qui sont inscrits. Oui, si vous le dites, mais bon, il faut déjà que le poney soit oui, sorti si je le dis, une bien fois sûr. en cycle classique. Il y a quand même majoritairement, sur le nombre de naissances de poneys, je ne sais pas combien sortent en cycle classique, mais c'est pas... cycle libre ou cycle classique. Alors là vous touchez quelque chose qui est important. D'abord, il faut être adhérent à la SHF pour gratuitement bénéficier du site. Ça ne me paraît pas anormal. Ensuite, nous disons aujourd'hui que quand un acheteur va chercher un cheval, c'est pas mal, un cheval ou un poney, c'est pas mal qu'il ait été sur notre site parce qu'on va le connaître mieux, on va avoir un certain nombre de performances. Autrement dit, nous nous interdisons aujourd'hui
de mettre un poney qu'on n'a jamais vu, dont le propriétaire n'adhère pas à la SHF, et on va le mettre gratuitement sur notre site. Voilà. Oui, il faut aller sur le circuit et il faut adhérer à la SHF. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, moi, c'est ce que je fais. Mais à ce moment-là, les poneys sont assez vite sortis, que ce soit à 6 ans ou 7 ans, des annonces, alors que bon, c'est la période où ils commencent à être souvent commercialisables pour faire bon, des épreuves AS qui sont le plus recherchées. C'est une nouvelle demande, ça. Oui, c'est une nouvelle Philippe demande. Lemez va prendre note de cette demande. Non, mais la demande, elle est quoi? On l'a eu à 94% dans une enquête qu'on a faite, de gens qui disent eh ben, prenez de nouvelles initiatives. Et une nouvelle initiative, ce serait d'ouvrir votre site aux chevaux d'âge, c'est-à-dire qui ont plus de 7 ans. C'est un peu ce que vous dites. Si le cheval n'est pas vendu, vous aimeriez qu'il soit sur le site. Oui, merci de le dire. Bon, excusez-moi, mais on redonnera la parole à la salle un peu plus tard. Et je voudrais qu'on ait quand même le temps d'aborder le problème des... Enfin, la question, c'est pas un problème, des ventes aux enchères, où évidemment, Internet s'est intéressé forcément à ce marché-là. Qui peut nous faire un peu la distinction et éclairer nos lanternes sur la différence entre les ventes en live sur Internet, les ventes aux enchères en live et les ventes online. C'est-à-dire la possibilité qu'on a d'assister à une vente qui se passe dans un lieu déterminé en live sur Internet et d'y participer, et les ventes qui se font purement sur Internet. Laurent ou Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire la grosse différence déjà, c'est que les chevaux ne sont pas présents physiquement. Dans les ventes en live, il y a effectivement une vente matérielle avec des chevaux qui sont sur un site. Et sur ce site, il y a des acheteurs qui sont là, des enchères. Et donc, il y a une vraie vente physique. Et la vente en... Et alors, dans ce cas-là, qu'apporte Internet de plus? Eh bien, Internet apporte le fait que vous diffusez dans le monde entier. Et vous pouvez très bien avoir un enchérisseur sur un des continents, et il y en a, enfin, je veux dire, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, qui peut donc, effectivement donner un ordre d'achat, suivre en direct la prestation, l'évolution de l'individu qui est à la vente. Et qui peut enchérir en ligne au téléphone avec quelqu'un qui l'a donné un mandat pour acheter éventuellement, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui se pratique depuis, je dirais, depuis qu'on retransmet les ventes en streaming. C'est-à-dire depuis à peu près combien de temps? Je suis désolé de vous poser ces questions. Je vous rappelle que nous avons invité FenceWeb et Equestrian et qu'ils n'ont pas pu ou pas... Non, mais depuis une dizaine d'années à peu près, je pense qu'effectivement des enchères en ligne peuvent se prendre au téléphone. Est-ce qu'on sait si ça a apporté du trafic supplémentaire de façon sensible à ces ventes aux enchères? Oui, je pense que... Et d'ailleurs, l'idéal, c'est qu'effectivement, il y ait qu'il y ait un très bon streaming, c'est-à-dire qu'il y ait une instantanéité entre l'image réelle du moment avec la diffusion, de telle façon à ce que les gens puissent surenchérir. Non, ça se voit fréquemment. Alors après, les chiffres, je ne les ai pas, mais je suis convaincu que ça a développé, que ça soit chez Nash, chez Fence, ces ventes-là ont bénéficié alors, et puis encore mieux chez Arcana, certainement, oui. Mais alors, les ventes online, c'est-à-dire les ventes qui se font purement sur Internet, ça c'est un phénomène plus récent, qu'on a vu apparaître mordre plus rapidement, je pense, dans le centre de l'Europe, en Belgique, Pays-Bas, qui est apparu en France via Equestrian, FenceWeb emboîte le pas. La grosse nouveauté de FenceWeb, je pense, ça va être le fait de vendre des 3 ans et plus, quoi. Parce que ces ventes européennes dont on parle, c'était surtout des foals, de la génétique, donc, voire des embryons. Donc effectivement,
je dirais qu'il y a presque moins besoin de palper la chose, quoi. C'est-à-dire que effectivement la généalogie, voilà, on achète, comme on parlait tout à l'heure, c'est un milieu très réduit, moi que je qualifiais tout à l'heure de bulle un peu spéculative. Peut-être qu'il va continuer, hein. Mais ce qui est le virage... Là, la vente ne se fait pas sur place. Il y a un catalogue. Exactement. Et les gens ont un certain temps pour enchérir et les ventes s'arrêtent à telle date. C'est bien ça. Exactement. Et je dirais que le savoir-faire des vendeurs, c'est le fait d'avoir sélectionné ces lots-là. Pourquoi est-ce qu'on va avoir choisi ce foal ou cette poulinière pleine ou cet embryon plutôt qu'un autre? Donc, je dirais, ça, c'est la marque de fabrique de chaque agence. Equestrian va pratiquer d'une certaine façon, Fence d'une autre. Les ventes belges, notamment, certainement d'une autre. Donc, et pourquoi est-ce que ça concerne essentiellement, pour l'instant, des embryons ou des jeunes poulains? Parce que c'était plus facile, quoi. C'est-à-dire que... y a pas en fait, tout ce qu'on vend, c'est de la génétique, purement. Voilà, on vend un peu du rêve. On n'a pas besoin de monter dessus. Alors qu'à partir du moment où ils ont 3 ans, que les chevaux commencent à sauter un peu sous la selle, etc., l'acheteur potentiel, il va quand même avoir envie ça reste quelque chose de physique, un cheval. Hein, je veux dire, il faut... donc là, c'est encore pareil. Fence développe ce marché en estampillant, je dirais, l'animal comme ayant été vu, caractérisé, sélectionné par les experts Fence. Et ça, a priori, enfin, la carte qui joue, je dirais, c'est la carte de confiance que peut apporter cette estampille. Parce que pour l'instant, chez eux, c'est toujours pas possible, dans ce type de vente, ces ventes online, d'essayer ou de voir le cheval. Alors, si, justement, parce que les chevaux sont annoncés très à l'avance, en amont, globalement quasiment 1 mois avant, avec alors, évidemment des vidéos, des photos, des descriptions, mais aussi l'adresse précise où le cheval peut être essayé. Donc si effectivement un acheteur potentiel a envie d'aller essayer le cheval en amont, il prend rendez-vous, il va essayer le cheval, et ça peut, je dirais, l'inciter à acheter. Ce que le pari d'une agence comme Fence, c'est de faire en sorte, et d'ailleurs je crois que les premiers résultats de vente vont dans ce sens, c'est que leur expertise va faire en sorte que le client final adopte un climat de confiance et déclenche l'acte de vente parce que le cheval aura été sélectionné par ces experts-là. Laurent, je crois que vous avez envie d'intervenir. Oui, non, je veux juste compléter ce que dit Pascal, parce que presque encore une fois tout a été dit, mais comme dans tout commerce, je crois que le maître mot, ce que Pascal a dit, c'est confiance, et après ce qui vient derrière, c'est garantie, ce que vont amener ces agences, c'est ces points-là. Mais l'autre aspect qui est révolutionnaire, c'est le fait que justement, par opposition aux ventes live, il n'y a pas d'organisation de vente proprement dit. Donc c'est beaucoup moins coûteux. Et c'est moins coûteux pour tout le monde. C'est moins coûteux pour l'agence de vente qui n'a pas à centraliser des chevaux pendant quelques jours avec du personnel, des box, etc., une structure de vente à monter, une restauration, etc. Et en plus, c'est moins coûteux pour l'éleveur parce que l'éleveur n'a même pas à se déplacer. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je pense qu'ils l'ont fait déjà de vendre des chevaux par ce moyen-là. Mais c'est quand même pas désagréable d'être dans son salon à regarder son smartphone et regarder les enchères monter. Et sachant que le poulain est dans l'herbage derrière, quoi. C'est quand même un atout non négligeable. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut des garanties parce que ça ne marche que si l'acheteur est en confiance et s'il sait qu'en plus, en cas de problème, il va avoir un retournement possible. Donc c'est vrai que c'est l'atout de ces agences. Et pourquoi ça marche pour les embryons ? Parce que pour les embryons, on a tout.
On a tout sur le web. Qu'est-ce que vous voulez apprendre de plus que ce qui est marqué sur l'annonce, quoi. Vous savez, vous connaissez l'origine du père, l'origine de la mère, vous savez la date de terme, etc., où se trouve l'embryon, etc. Et en plus, vous avez une assurance. Donc aujourd'hui, il y a un système d'assurance qui se développe avec ces ventes-là, qui est assez particulier d'ailleurs, il faut quand même le noter. C'est que si vous perdez l'embryon, en gros, on vous rembourse tout. Et si jamais le poulain arrive à terme, je crois que ce qui est proposé, c'est de payer 30% supplémentaire pour compenser l'assurance. Donc c'est un système un petit peu original, de gagnant-gagnant, entre guillemets, mais ça vous donne toutes les garanties. Donc c'est pour ça que ça marche très très bien. Et aujourd'hui, ce que voudraient faire effectivement ces agences, parce que forcément elles veulent développer de nouvelles activités, c'est faire de la vente de performeurs. Et ça va être à mon avis beaucoup plus compliqué. Mais je fais confiance à ces gens-là qui ont plein de bonnes idées. Ils ont fait un galop d'essai, je crois, pour l'instant seulement en FenceWeb. Je crois que c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Ils sont justement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, c'est qu'ils sont en sélection. Donc on va voir la première expérience, mais je trouve ça très instructif. Même sur place, les ventes de performeurs, Fence a toujours essayé. Ça n'a jamais véritablement marché. Alors ça ne s'oppose pas, je pense, parce que rassembler des performeurs sur un lieu de vente pendant X jours, c'est pas forcément plus facile que de le faire justement online. Parce que les gens n'aiment pas trop que ces chevaux-là quittent leurs écuries et soient immobilisés, comme ça, confiés à des tiers. Donc je pense que c'est pour autant, ça peut être un atout. Malgré tout, ça veut dire qu'on n'achète pas un performeur comme ça sans l'essayer. Enfin, la plupart du temps. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'en pense Pascal, mais ça veut dire quand même que souvent il doit y avoir essai. Alors, c'est pas non plus quelque chose d'impossible, hein, puisque comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre de ces ventes, on peut aller voir les chevaux chez l'éleveur, chez le vendeur et les essayer. Hein. Donc mais je trouve la démarche très originale et j'attends de voir les résultats. Mais c'est très bien. Et si les résultats sont bons, si ça mord, est-ce qu'on peut imaginer que ces ventes online ou un jour prennent le pas sur les ventes sur place, en direct? Est-ce qu'on peut imaginer que ces ventes en direct s'étiolent et disparaissent? Et si la réponse est non, quelle est la complémentarité que ces agences peuvent jouer? Est-ce que les ventes online seraient réservées à des super performeurs avec une génétique extraordinaire à très haute valeur ajoutée et que les ventes sur place soient maintenues pour des chevaux de moyenne gamme? Comment est-ce que vous voyez les choses? Plutôt, enfin, je pense que les ventes élites, qu'elles soient... on va prendre les deux agences. Il y a plus que deux. Enfin, il y a deux agences qui font des ventes sur place, c'est Nash et Fence. Je pense que les ventes élites vont toujours avoir lieu parce que d'abord, c'est à des moments donnés où il y a des concentrations d'acheteurs potentiels, que ce soit à Fontainebleau pendant la grande semaine ou que ce soit pendant le meeting d'automne à Saint-Lô. Donc ces agences-là ont intérêt à garder des ventes physiques. Et par contre, comme elles ont intérêt pourquoi? Pour maintenir leur image de marque, leur notoriété? La proximité avec les acheteurs aussi. Je veux dire que le contact a besoin de se réaliser à un moment ou à un autre, quoi. Donc je pense que ça a du sens de garder une très belle vente d'élite annuelle, mais par contre après se servir le plus possible des sites internet pour multiplier les opportunités de vente, que ce soit des performeurs, des 3 ans, d'élite, des 3 ans plus ordinaires, des réductions d'effectifs. Enfin, je veux dire, il y a 50 000 potentialités, quoi. Vous pensez tous que les deux vont coexister? Comment vous voyez l'avenir à court terme? Philippe, Laurent? Moi, ce que je pense, c'est qu'on est devant un bouleversement. Tout ça est très intéressant. Je crois qu'il est difficile de porter un jugement, un diagnostic sur ce qui va se maintenir, ce qui va se développer, ce qui va s'arrêter. Toutes ces initiatives méritent d'être encouragées, je crois, qui mettent un acheteur en face d'un vendeur.
La problématique qu'on a comme vendeur, c'est de ne pas rester sur le quai et de regarder de manière très attentive tous ces développements, d'une certaine manière de les encourager. Et puis l'avenir le dira, dire ça va remplacer ça ou pas. Je crois que personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais plus un cheval a de la visibilité comme grand performeur, plus il attire l'attention indépendamment de tous ces sites, tous ces circuits, toutes ces initiatives, qui, à mon avis, devraient favoriser le commerce des chevaux qui manquent de visibilité par leur propre nature. Maintenant, ce qu'on disait, c'est qu'évidemment, quand il s'agit d'acheter un embryon, c'est idéal d'avoir le passage par un site de vente, parce que quand on a vu sa génétique et qu'on sait qu'il est vivant, on sait tout, on n'a rien besoin d'autre. Quand on a un cheval un peu d'âge, comme vous le disiez, je dirais vulgairement, on a envie de toucher la bête, de voir, etc. Et c'est sûr que les vendeurs vont être confrontés à une difficulté. Si on peut aller essayer le cheval avant la vente, moi je me mets dans la position du propriétaire, avoir 10, 15 personnes qui vous disent votre cheval m'intéresse, j'aimerais l'essayer, ceux-là avant la vente, ça pose un autre problème. C'est le côté potentiellement dangereux pour la performance future du cheval d'être essayé 36 fois par des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Et là, il y a forcément une limitation qui devra prendre place. L'intérêt d'un vente aux enchères, c'est également de constituer une sorte de mercurial et d'apporter certaines garanties aux acheteurs comme aux vendeurs. C'est une question annexe, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'on sait si sur ces ventes online, on a les mêmes conditions que pour les ventes sur place, la présence d'un commissaire-priseur, un procès-verbal avec la publication des prix de vente Je crois que la législation en France, que ce soit pour des ventes online ou des ventes aux enchères physiques, est la même. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'obligation de déposer un procès-verbal au ministère de l'Intérieur avec effectivement une photocopie des comptes en banque qui justifie les virements réalisés, etc. Chose qui n'est absolument pas obligatoire dans les autres pays européens. Donc on a une législation qui est tout à fait spécifique en France et qui a l'intérêt au moins d'avoir une certaine forme de transparence sur ce qui est annoncé et de sécurité. C'est-à-dire quand les agences françaises disent on a vendu 80% à temps de moyenne, c'est quelque chose qui est officiel et incontesté, incontestable. Dans les autres pays... Les absents ont toujours tort, je sais bien, mais nous n'avons pas pu obtenir le détail des prix des ventes équestrianes, par exemple. Alors peut-être qu'il faut s'adresser à un officier du ministère public, j'en sais rien, mais spontanément, il ne les donne pas, ce que fait en revanche Fens ou Nash, par exemple. Alors c'est peut-être lié à la jeunesse de leur structure. Il ne faut pas oublier qu'ils sont une structure qui se développe depuis 3 ou 4 ans maintenant et qui, je pense, travaille assez dur pour émerger, pour avoir le droit de citer. Et peut-être que pour l'instant, voilà, mais théoriquement, ils doivent fournir un PV de vente à chaque fois. Hein. Ok. Avez-vous des questions dans la salle ? Le site de vente aux enchères peut être à l'étranger, il sera sur la loi d'accueil du pays qui héberge la société qui a le site. Oui, tout à fait. Par exemple, on les voit très bien. Moi, j'ai regardé sur des voitures de collection, des voitures hippomobiles, bien sûr, et le site était en Belgique. Et donc, vous n'avez aucun recours par rapport à la loi française dans ces cas-là. Et ça, on peut ne pas le savoir. Donc, je pense que pour Equestrian, c'est un peu la jeunesse de la structure. Et je pense qu'ils vont avoir à cœur, bien évidemment, d'être dans les clous. Il n'y a pas de doute qu'ils sont dans les clous et qui respectent les règles. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, bien sûr. Je sais que ce qui se fait d'une façon systématique depuis longtemps dans les ventes sur place n'est pas apparu comme
comme un automatisme pour les ventes online. Donc je posais juste la question de savoir si les règles étaient les mêmes et si on pouvait... Après, je ne suis pas un grand spécialiste non plus, ni juriste, hein, mais je pense que c'est similaire. Enfin, je suis quasi sûr que c'est similaire et que tout le monde a les mêmes obligations. Avez-vous d'autres questions? D'autres choses? Laurent, Pascal, Monsieur le Maistre? Juste un mot, ce qu'on a bien mis en valeur, je crois, c'est avec ces techniques modernes, notamment numérisées, c'est l'importance de la vidéo et de la vidéo presque instantanée. Donc, en complément de SHF Market, on a développé un service vidéo qui prend sur le terrain la vidéo des chevaux, qui la diffuse en direct sans limitation, en direct, et puis qui la met sur la boîte mail du propriétaire du cheval, lequel autorise ou n'autorise pas la diffusion en dehors du streaming immédiat qui est sans limite pour pouvoir l'utiliser après. Et je crois que ça rentre aussi dans... Ça met en valeur l'importance de l'immédiateté de l'information. Hein. Et on a même développé le système qui vous donne l'heure de passage du cheval. Donc, parce que autour de tout ça, il y a la contrainte d'avoir des informations sur le produit qu'on va acheter. On a bien vu la limitation sur la vente online, aussi intéressant que ce soit, d'avoir des informations parce que c'est beaucoup plus distant. Et je pense que les vidéos de qualité vraiment professionnelle mises à disposition de celui qui peut être intéressé par un cheval, ça nous a paru comme un point important qui manquait et aujourd'hui qu'on essaie de mettre en place. Autrement dit, vous intéressez à un cheval, vous savez que 3 jours après, il va passer sur tel concours, vous avez l'heure, vous avez tout, vous pouvez le regarder. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans. Absolument pas. Et là, effectivement, Internet joue un vrai rôle d'accélérateur pour le commerce. Et si on ne l'a pas, on joue au contraire, à l'inverse, un rôle de dissuasion, quoi. Un mot de conclusion, messieurs? Moi, je voudrais donner une note positive, entre guillemets, parce que je suis quand même, en tant qu'éleveur, en tant qu'aussi appartenant à l'IFCE, je suis quand même assez satisfait, entre guillemets, de toutes ces démarches françaises qui se mettent en place pour l'aide à la commercialisation des éleveurs. Je trouve qu'on est un pays, pour le coup, assez dynamique dans ce domaine. Et j'aime bien comparer la filière sport à la filière course. La filière course, on a aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel, surtout dans le pur sang, où on a une très forte part de la production qui est vendue aux enchères. Et c'est quand même une aide aux éleveurs non négligeable. Et aujourd'hui, grâce à ces outils, grâce à tous ces outils qui sont sur le web, que ce soit la vente aux enchères online, que ce soit SHF Market, que ce soit toutes ces formules qui sont mises en œuvre, on a quand même pris un virage intéressant en France et on aide de plus en plus, j'ai envie de dire, les éleveurs à commercialiser leurs chevaux. Je dirais presque le plus tôt possible, sans pour autant qu'il faille se débarrasser le plus tôt possible des produits, mais au moins si on a envie de le faire, on en a la possibilité. Et ça, c'est un point très important, une évolution très importante pour les éleveurs en France, je trouve, et je trouve que ces démarches sont à saluer. Voilà, je trouve que ce sont des démarches positives. Pascal, votre conclusion? Oui, enfin, effectivement, le côté commercial est très important. C'était le sujet. Moi, j'apporte beaucoup d'importance également sur le côté transformation. On a parlé de la production ce matin avec les moyens modernes de reproduction, avec tout ce qui se met en place, tout ce qui se met en œuvre. Je pense qu'il est très, très important aujourd'hui de valoriser, de transformer nos jeunes chevaux en fonction de l'attente de la clientèle. Il ne suffit pas de produire ce que les gens cherchent, il faut aussi le transformer et ensuite qu'on ait effectivement les relais que sont à la fois SHF Market, donc un institutionnel, à la fois les agences de vente et
de telle façon à nous aider à la mise en marché de nos productions. Et je pense que ça a du sens, ça a de l'importance, et c'est le travail de la filière. Bravo, merci à tous. Une question de Sylvie Bataille. Une dernière question. C'est une question qui est associée aux médias, qui n'est pas avec la commercialisation, mais qui est recoupée par rapport aux étalons, avec la perte d'Equidia. Parce que moi, je me servais beaucoup d'Equidia pour voir les performeurs à la télé, parce que je ne peux pas aller à Bordeaux ou quoi que ce soit. Et donc, je voulais savoir un petit peu, bon, j'ai cru voir quelques annonces faites sur la retransmission de toutes ces épreuves, parce que nous, en tant qu'éleveurs, ça nous servait aussi pour voir un petit peu les chevaux à venir, les chevaux vedettes, ce qu'il fallait produire, et voilà. Donc Pascal, entre autres, est-ce que par rapport à ça, il est envisagé? Je sais que l'Éperon doit faire quelque chose, j'ai vu que Kamel Boudra est en train de faire aussi quelque chose. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un vide de médias par rapport à tout ça. Donc voilà. J'ai pas d'informations particulières personnellement. Enfin, j'ai lu, comme tout le monde, dans la presse, qu'effectivement SFR, qui est un groupe malgré tout qui a des moyens, puisque je crois qu'ils ont la Ligue de football, enfin je veux dire, ils ont les droits de la Ligue de football, etc. Ils regroupent plusieurs BFM, RMC, enfin je veux dire, donc c'est un média qui a du poids et qui aujourd'hui a l'air de s'intéresser donc au cheval de sport par l'intermédiaire de Kamel. Effectivement, on a lu ça récemment, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour tous. Effectivement, il y aura certainement un abonnement. Je pense que ce qui a manqué dans Equidia, c'est le fait que on n'a pas compris qu'il aurait fallu peut-être mettre un petit peu la main au portefeuille et qu'on a laissé porter l'intégralité de ce média par les courses qui traversent certaines difficultés et qui ne pouvaient pas faire face à tout. Donc il faut qu'on ait conscience que ça a un coût et que si on est prêt à jouer le jeu, il n'y a pas de raison que des grands médias ne s'intéressent pas à notre sport, qui est, comme je vous le rappelais tout à l'heure, le troisième plus grosse fédération sportive française, et avec des compétitions qui sont quasiment 1 million de départs FFE Compète, 2,5 millions de départs CIF. On peut qualifier ça de sport national, malheureusement, qui est très très mal diffusé dans le grand média, grand public, quoi, hein, on est d'accord. Donc il y a apparemment une initiative aussi, Cheval TV. Il y a un site comme Clip Myers qui va diffuser tout ce qui se passe à l'étranger, en France, sur notamment de l'élevage, mais jusqu'au niveau 3 étoiles. Donc je pense qu'il va y avoir une offre, la nature a horreur du vide. Je pense que dans les mois qui viennent, ça va s'éclaircir et qu'il va y avoir une offre. À nous de rebondir et puis de participer, quoi. On sort un peu du domaine de la commercialisation là, mais si vous voulez intervenir, allez-y. Juste pour compléter ce que disait Pascal, oui, SFR Sport a acheté, je crois, les droits des Coupes des Nations et des Coupes du Monde. Mais il y a effectivement, comme dit Pascal, la nature horreur du vide, parce que je pense que même l'offre est en train de s'étoffer. Cheval TV, qui est une application que vous pourrez avoir sur les smartphones, mais qui sera aussi une chaîne télé, va retransmettre... Qui ne sera pas une chaîne télé, qui sera une chaîne web. Qui sera... Internet. Ouais, mais que je sache. Oui, mais aux dernières nouvelles, puisqu'on les a rencontrés la semaine dernière, ils devraient aussi avoir une chaîne TV maintenant, en plus de l'application. Et donc ils vont avoir d'un côté une chaîne, une application avec quelque chose qu'on peut comparer à, pour ceux qui connaissent, mais j'ai cité un nom, je suis désolé, Netflix, quoi. C'est-à-dire qu'on a un choix, on choisit son programme soi-même, on pioche dedans en disant tiens, moi j'ai envie de voir du sport, j'ai envie de voir de l'élevage, j'ai envie de voir des choses comme ça. Donc là je le dis parce que pourquoi j'en parle, parce que c'est intéressant pour le monde de l'élevage aussi de se faire connaître de cette façon-là, en dehors des grands événements équestres. Et c'est pour ça qu'on est intéressé, nous, IFCE, pour travailler avec eux, parce qu'il y a des choses à faire passer sur l'élevage.
aussi au grand public. Et ils seront aussi présents effectivement en tant que chaîne de télé pour, là aussi, retransmettre du documentaire ou des grands événements équestres. Donc on voit que finalement, le vide laissé quelques semaines par Equidia sera vite comblé si tout se passe bien, quoi. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie très sincèrement de votre attention. Et puis, je remercie également l'IFCE pour l'organisation de cette journée et le site qui nous a accueillis de Nouzilly. Je vous laisse conclure, Didier Demergue. Oui, merci Jean. Merci Emmanuel. Oui. Je ne vais pas rajouter beaucoup de propos à ceux qui ont été tenus tout au long de cette journée. Pour finir quand même sur cette table ronde, merci aux participants. Je crois qu'ils nous ont mis clairement en évidence le fait que nous soyons bien arrivés à un large point d'inflexion en matière de commercialisation de chevaux. Donc en rentrant dans l'ère résolument et obligatoirement dans l'ère numérique. En conclusion, je voudrais vous dire qu'une partie de la conclusion vous appartient puisque sont mis à votre disposition des fiches pour évaluer cette journée. Donc soyez aimable de prendre 2 minutes pour les remplir. Ça rend beaucoup service, ce genre de retour rend beaucoup service aux organisateurs. Et puis également, pour finir, puisque vous êtes tous à la recherche d'informations à caractère technique, scientifique, économique et sociaux, sachez qu'en complément de ces journées techniques, l'IFCE propose des webconférences, propose également des communications sur VOD et puis organise également aussi dans les semaines qui viennent, trois importantes journées. La journée de la recherche, j'ai les dates, la journée de la recherche le 15 mars, la journée référence qui traite plus... Alors la recherche, c'est du scientifique pur et dur. La journée référence qui se tiendra le 27 mars traite plutôt de sujets à caractère économique et sociaux. Et une journée éthologie est organisée à l'Université de Rennes le 22 juin prochain. Donc voilà pour le programme des festivités en matière de connaissances. Merci pour votre présence, votre participation et nous vous souhaitons un bon retour. Je remercie au passage, moi aussi, l'équipe de l'IFCE qui a organisé cette réunion. Bien évidemment, l'INRA pour nous avoir accueillis, et puis les PRON pour avoir participé à l'organisation de cette journée. Bon retour.